Alors qu'est-ce que j'apprends? On veut faire la révolution le 10 septembre. Que se passe-t-il? Tu commences à connaître ma méthodologie pour traiter les sujets. Donc avant d'élaborer, je vais poser les prémices. Pour faire une révolution, grosso modo, il faut un seul ingrédient. La concomitance massique des colères. C'est le titre que j'ai donné à cette vidéo. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La concomitance des colères, ça veut dire que tu as énormément de personnes en colère en même temps, et énervées en même temps. Énervées par quoi? Eh bien énervées par un système, par des figures, par une caste qui est dysfonctionnelle. Ils sont énervés pourquoi? Pour chasser la cause identifiée de cette colère. Ensuite, pourquoi massique? Pourquoi j'ai dit concomitance massique des colères? Parce qu'il ne suffit pas que des personnes soient en colère en même temps. Il faut que suffisamment de personnes soient en colère en même temps. Une grosse masse. Personne n'a réussi une révolution tout seul. Alors si on admet qu'il faille 10% de la population en colère, pourquoi 10%? Ça vient d'une étude scientifique que j'avais lue il y a longtemps, qui disait que il suffit que 10% d'une population démarre un mouvement et le reste suivra. Si on prend donc 10% de la population, ça nous fait environ 4 millions de Français dans les rues en colère décidés à changer. Pourquoi 4 millions? Parce que j'ai pris 40 millions d'électeurs. J'ai pas pris 65 millions de Français, on va pas compter les enfants, etc. J'ai pris la population électorale, donc 40 millions de personnes environ. 10% de ces 40 millions font 4 millions de personnes nécessaires pour lancer un mouvement. Si on prend les Gilets jaunes, mouvement qui a été le plus proche de ce qu'on peut appeler une révolution, qui est le plus contemporain et le plus récent de ce qui aurait pu être une révolution, qui n'a pas été. Si on prend les Gilets jaunes, ça a été une colère immense et soudaine contre l'augmentation du prix du carburant, donc de l'essence, de l'énergie que la majorité des gens utilisent pour aller au travail, pour visiter leurs parents, etc. etc. Alors quel est le problème? Le problème, c'est que pour obtenir concomitamment ces deux éléments, que les gens soient énervés en même temps et qu'il y en ait suffisamment, ben, ce n'est pas prévisible en fait. Vous ne pouvez pas prédire que des millions de gens se mettent en colère, s'énervent face à un système, et surtout en même temps. Ce n'est pas prévisible, ce n'est pas prédictible. Vous ne décidez pas de vous mettre en colère. C'est un peu comme bander, si vous voulez. Tu ne décides pas de bander. C'est pas quelque chose que tu contrôles sur commande. C'est juste que tu es excité et donc tu bandes. Pour la colère, c'est pareil. Tu ne décides pas de te mettre en colère. La colère survient et elle s'exprime. Mais c'est pas quelque chose que tu contrôles. Et je rappellerai les propos très sages et très justes d'Albert Camus dans son livre L'homme révolté. Albert Camus a écrit L'homme révolté en réponse à son propre livre, Le mythe de Sisyphe, dans lequel il décrit la condition de l'homme moderne sans religion, de l'homme moderne sans transcendance. Il répond à cette problématique dans le livre L'homme révolté. Je vous mettrai la première de couverture en image. Qu'est-ce qu'il nous dit Albert Camus dans ce livre? Il nous dit dans ce livre que vous pouvez être énervé à la suite de très petits événements, mais que des événements bien plus scandaleux vous laisseront indifférents. Et il a tout à fait raison. Il vous explique qu'en fait, vous ne déclenchez pas la révolte, vous ne déclenchez pas la colère, la révolution, vous ne les déclenchez pas sur commande. Des choses très scandaleuses peuvent se révéler absolument sans effet sur la colère, sur l'état d'esprit du peuple, alors que des banalités peuvent finir par jeter la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais quelle est cette goutte d'eau qui fait déborder le vase? Quel est cet événement qui déclenche la colère des gens? Mais en réalité, personne ne le sait. Personne ne connaît cet événement. Ça arrive de manière assez aléatoire. Cependant, il y a effectivement des déterminants de la colère des peuples. On peut en nommer quelques-uns. Alors la fiscalité, là on va parler des pays occidentaux parce que si on parle d'autres pays, on devra inclure des facteurs religieux dans ce qui peut déclencher la colère des peuples, mais je vais en parler aussi. Alors on peut nommer la fiscalité. Donc la fiscalité, c'est-à-dire à quel point l'État taxe, l'État
prend une partie de la richesse produite par les citoyens. La fiscalité peut être un gros motif de colère, elle l'est souvent. La majorité des révoltes dans l'histoire se sont déroulées pour motif fiscal. On a également comme motif de révolte le comportement des élites. Si elles choquent, si elles vont à l'opposé des valeurs du peuple, des valeurs auxquelles le peuple croit, comme la liberté par exemple, si les élites se permettent de trop restreindre les libertés, on peut envisager qu'il y ait des révolutions, mais ce n'est pas tout le temps le cas. On a vu pendant la période Covid qu'un bon prétexte suffit à ce que les gens acceptent des restrictions de liberté. Donc, les privations de liberté ne déclenchent pas automatiquement des révoltes, des révolutions. Et troisièmement, on peut citer dans ce qui déclenche des révoltes, des révolutions, eh bien les scandales, c'est-à-dire la façon dont la classe politique devient inefficace et que ça se voit, que le peuple le voit, le constate, qu'ils n'ont plus rien à faire en poste. Ah oui, je pense que globalement les Français sont en colère, les Français sont énervés, les Français sont mécontents, insatisfaits, mais le problème c'est qu'ils n'ont aucune idée de comment mutualiser cette colère, comment grouper, comment agréger toutes ces colères, toute cette bile acide qu'ils remuent à l'intérieur d'eux-mêmes en un mouvement productif, en un mouvement capable de faire changer les choses. Pourquoi? Parce que les Français fondamentalement sont individualistes. Il faut dire la vérité. Tout ce qui arrive en France, tout ce qui arrive au peuple français est de sa faute à 200%. Alors, il faut avoir le courage de le dire, de regarder les gens droit dans les yeux et de le dire, oui, c'est de votre faute. Ce qui arrive est de votre faute. Vous avez été négligent. Vous avez systématiquement voté pour des figures qui n'avaient pas l'intérêt de la France en tête, ni dans le cœur, mais qui avaient leurs propres intérêts, leur propre gloire, leurs propres hauts faits, et souhaitaient redorer ou dorer leur palmarès et leur carrière politique. Voilà. Et il faut avoir le courage de le dire. Au-delà de ça, les Français sont individualistes. Les Français pensent à leur petit pavillon, leurs petites vacances, leur petit crédit maison, leur petit crédit voiture, leur petit boulot, et ils s'en fichent de ce qui se passe chez le voisin. S'ils s'y intéressent, c'est pour s'en moquer ou pour jalouser ce voisin. Autre partie prenante dans une révolution ou une révolte, les syndicats. Alors les syndicats, ça va aller très vite, comme vous le savez. Les syndicats sont des structures inventées par le pouvoir pour subvertir les luttes, pour étouffer toute tentative de révolte, en nominant des leaders illégitimes, sortis du chapeau, des gens qu'on propulse médiatiquement du jour au lendemain. Donc, vous connaissez cette série Caméra Café et le personnage d'Hervé Dumont, le personnage du délégué syndical. Et bien en fait, ce personnage n'est pas un personnage de fiction, c'est réel. Les délégués syndicaux se comportent vraiment comme ça dans la réalité. Je l'ai vu de mes yeux vus. Bon, tout le monde le sait. Hein. Si vous avez bossé en entreprise, vous savez que les délégués syndicaux se comportent vraiment comme Hervé Dumont dans Caméra Café. Alors plutôt que d'espérer une révolution, plutôt que de placer votre confiance dans des marionnettes du pouvoir, je vais vous dire ce qu'il faut faire en France. Vous connaissez cette expression, le quiet quitting en anglais. Ça a été traduit en français par démission silencieuse. C'est le simple fait que vous décidez en entreprise de ne plus faire que le strict minimum pour éviter le licenciement. Les heures supplémentaires, les extras, les initiatives, les idées d'amélioration, vous y renoncez. Vous vous en fichez lorsque vous adoptez cette attitude. Eh bien, il faut faire en politique exactement la même chose. Les révolutions ne sont plus de 2025, les gens sont trop dans le confort, sont trop matérialistes, ne se soucient plus de l'autre, ne savent plus construire du commun. Donc il faut envisager, il faut pratiquer la démission silencieuse en politique, que j'ai renommée pour la vidéo la sécession silencieuse. J'ai un peu plus d'espoir pour un pays comme les États-Unis, capable de mettre en œuvre une révolution, parce que les Américains sont armés et qu'ils ont une culture de la violence. Mais les Français, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Bon, bien que la société américaine soit aussi assez endommagée,
mais ils ont cette culture, ils ont cet esprit révolutionnaire, cet esprit pionnier, qui à mon avis peut leur permettre de réussir une révolution. Quelle est la ressource nécessaire numéro 1 pour une révolution? C'est que le peuple soit homogène, soit uni. Et qu'est-ce qui unit un peuple? Une langue commune, une ethnie commune, des repères culturels, socio-économiques communs. Crois-tu vraiment qu'en France, en 2025, Gérard, agriculteur depuis qu'il a 16 ans, qui se lève tous les matins à 5 heures pour travailler pendant 12 heures, labourer ses champs, est-ce que tu crois que Gérard sent des points communs avec Karim qui touche les aides sociales depuis qu'il a 18 ans? Il a commencé en étant boursier à l'université, il a continué en faisant 2-3 gosses pour toucher les allocations familiales. Penses-tu vraiment que ces deux profils peuvent former une même masse compacte, soudée, unie et révolutionnaire face à l'État? La réponse est non. Penses-tu que Nicolas, qui a fait sa classe préparatoire à 18 ans, qui est devenu ingénieur à 23 et qui paye 50% d'impôts depuis 5 ans qu'il travaille à la Défense, penses-tu que lui aussi va s'identifier à cette masse compacte? Et je ne parle même pas ici des fonctionnaires. Vous savez qu'il y a parmi toute la population active en France, donc des millions de personnes, parmi tous ceux qui travaillent, il y a en France 20% de fonctionnaires. Les fonctionnaires, par définition, par essence, ne participent pas à une entreprise révolutionnaire ou disons une révolte à grande échelle. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas, parce que les fonctionnaires ont décidé de se faire payer par l'État, de manger dans la main de l'État. Et ils le savent très bien que c'est confortable de manger dans la main de l'État. Alors oubliez la révolution, je vais vous donner la solution. Pas de révolution, mais des solutions. Il y en a deux en réalité. La première, c'est de partir. Vous barrez. Faites votre valise et vous barrez. Vous allez trouver un travail à l'étranger. C'est ce que j'ai moi-même fait, c'est ce que plein de gens ont fait. Il n'y a aucune utilité à en fait vous sacrifier pour changer un système qui est irréformable. Il est irréformable parce que les gens ne veulent pas se réformer. Vous vous barrez où? Vous vous barrez dans un pays qui a beaucoup moins d'ambition, où les élites ne sont pas prises d'un espèce de complexe divin, où elles pensent qu'elles sont meilleures que tout le monde. Vous vous barrez dans un pays plus petit, géré à taille humaine. Vous vous barrez dans un pays où les gens ne passent pas leur temps à manifester, où les élites n'ont pas pris la tendance de la traîtrise systématique, où les élites ne considèrent pas que le peuple est en phase de déstockage, où la survie du peuple est en solde. Vous vous barrez dans un pays tranquille. La deuxième solution, si vous ne voulez pas, pouvez pas vous barrer de France, vous pratiquez la sécession silencieuse. Alors qu'est-ce que c'est? Je l'ai mentionné auparavant, ça consiste en quoi? C'est très simple. La sécession silencieuse consiste à créer de petites communautés informelles, totalement informelles. Des petites communautés qui vont subsister ou survivre en s'échangeant des services, en faisant du troc, en développant leurs propres sources d'énergie, alimentaire, leurs propres entreprises, toujours en restant dans l'informalité. Vous utilisez les outils du système, les réseaux gaziers, les réseaux électriques, les infrastructures, sans lesquelles la vie est pénible et quand même difficile. Il n'y a pas de raison d'y renoncer. Et sur tout ce qui est possible. Et à chaque fois que c'est possible, vous renoncez à utiliser les services de l'État. Vous cultivez l'informalité sur tout ce qui est possible. Donc ne plus rien déclarer, ne plus rien enregistrer, refaire confiance aux autres, dans des petits groupes restreints qui ont les mêmes objectifs, recycler des stocks de nourriture, stocks énergétiques, recycler des meubles. Tout ce que vous pouvez faire de manière informelle
vous le faites. Évitez les paiements bancaires, privilégiez le cash, l'argent liquide, tout le temps, dès que c'est possible. Évitez tout moyen de traçage. Faites du troc. Échangez des services contre d'autres services. Je t'aide à déménager contre 3 kilos de pommes de terre. Je ramène ta fille à l'école tous les matins contre 1 kilo de fromage. On va ensemble récolter des fraises. On va ensemble aider un agriculteur. Et en échange, il nous offre un peu de sa production, un peu de son exploitation, gratuitement, enfin, entre guillemets gratuitement. Vous aurez payé via un service informel. Développer l'informalité. Pourquoi? Avant de vous dire pourquoi, je vais vous dire ce qui se passerait si vous déclarez cette informalité ou si vous déclarez une sécession. En fait, si vous déclarez la sécession, elle va se terminer très vite. Pourquoi? Parce que si vous déclarez faire sécession, eh bien on vous envoie l'armée, on vous envoie le GIGN, on vous envoie le RAID. Ces gens font partie des fonctionnaires que je mentionnais. Et si vous faites cela, étant donné que vous êtes désarmés, étant donné que vous êtes désunis, votre sécession ou la tentative de sécession va se terminer très vite avec un échec. Si vous parvenez à créer des communautés totalement informelles, totalement intraçables, inconnues en fait, inconnues sauf de ceux qui en font partie, qui ne revendiquent rien, qui n'ont pas de canal sur Twitter, qui n'ont pas de canal sur Telegram, qui n'ont pas de canal nulle part. Si vous décidez de vous grouper de cette manière, et vous en avez le droit, vous avez le droit de vous grouper sans le déclarer. Vous serez des groupes d'amis, officiellement. Chaque euro, grâce à vos initiatives, chaque euro que vous pourrez soustraire aux recettes de l'État sera 1 euro de plus pour affaiblir l'État. Cet État qui vous harcèle, cet État qui vous hait, et cet État qui, dès qu'il le peut, tape dans vos finances pour continuer à subsister. Si vous payez tout en cash de manière informelle ou vous faites du troc, vous ne payez plus la TVA. Ne plus payer la TVA, c'est déjà priver l'État d'une grosse source de revenus. Si vous voulez un changement de système, si vous voulez faire mal entre guillemets à l'État, vous devez taper dans ses finances. C'est la seule et unique manière pour que cela réussisse. L'État tient sur une chose en réalité. Il tient sur sa capacité à payer les fonctionnaires. Les fonctionnaires de l'État dans les administrations et les fonctionnaires de police sont de facto les gens qui empêchent l'État de tomber face à ses contradictions, face à son inefficacité. Alors, les fonctionnaires de police sont des gens qui ont le droit d'utiliser des armes pour vous calmer en fait quand vous êtes trop mécontent. Hein, quand vous criez trop fort, l'État a le droit d'utiliser ses fonctionnaires armés contre votre intégrité physique. Si demain l'État, grâce à vos circuits informels, voit une baisse drastique de ses revenus, il n'a plus la capacité de payer ses fonctionnaires, les fonctionnaires dépositaires de la violence dite légitime, ou du monopole de la violence légitime. Ces fonctionnaires-là, n'étant plus payés, ne vont plus accepter de faire le sale boulot, et donc la voie sera libre pour un changement. Quand les élites se rendront compte que les dernières barrières, c'est-à-dire les fonctionnaires armés, ne sont plus disposés à les sauver, ils se sauveront, je pense, très vite. Tout euro non déclaré, c'est un euro de plus pour affaiblir l'État qui vous harcèle. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette fameuse manifestation du 10 septembre. À mon avis, elle va faire un four. On peut se donner rendez-vous, disons, le 15 septembre pour un bilan de ce qui se sera passé. Je pense sans surprise. Je voulais terminer sur une petite réflexion. Demande-toi si cela vaut vraiment le coup de faire ce que je viens de te dire, c'est-à-dire de formuler des stratégies, des stratagèmes, vivre dans l'informalité, dans la clandestinité quasiment, esquiver l'État, esquiver les racailles, esquiver le fisc, passer ta vie à esquiver quelque chose,
Est-ce qu'il vaut pas mieux vivre tranquille dans un autre coin de cette planète où c'est possible? Est-ce qu'il vaut simplement pas mieux te barrer? Se barrer, émigrer, s'expatrier, ça nécessite deux choses. Avoir quelques économies pour se relocaliser, parce que bouger coûte de l'argent, et apprendre une autre langue. En général, tu vas aller dans un pays qui offre des perspectives professionnelles. Ces pays-là sont souvent des pays anglo-saxons, mais si on parle de l'Europe, ça va être pour un Français des pays faciles, l'Italie ou l'Espagne. Mais ces deux pays supposent que tu apprennes l'italien ou l'espagnol, qui sont des langues faciles à apprendre pour un Français. Donc la seule difficulté de l'entreprise d'émigration, d'expatriation, c'est d'apprendre une langue et de dépenser quelques milliers d'euros pour se relocaliser. Est-ce que payer 2000 euros vaut ta tranquillité? Est-ce que payer 2000 euros est cher payé pour regagner un certain sens du bonheur, un certain espoir, que tu puisses vivre ta vie tranquillement, que tu puisses vivre les 80 années qui t'ont été allouées sur cette terre à peu près convenablement, à peu près comme tu l'entends? Demande-toi ce qui vaut le coup. Personnellement, j'ai choisi de me barrer. J'ai choisi de me barrer parce que vivre dans l'informalité, ce n'est pas vivre. Vivre en esquivant, ce n'est pas vivre. Si tu souhaites formuler un projet d'expatriation, tu peux me contacter via mon email qui se trouve dans la description de la chaîne. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.